Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Nous sommes aujourd'hui rejoints par Brian Berletic, journaliste, analyste des affaires internationales et ancien marine américain. Donc bienvenue à nouveau dans l'émission. Merci beaucoup de m'avoir invité à nouveau. Cela fait maintenant 11 ans et demi depuis le coup d'État de 2014 qui a déclenché la guerre, et 3 ans et demi depuis que les Russes ont envahi l'Ukraine. Eh bien, il semble qu'il y ait une sorte de percée maintenant. Au moins, pour la première fois en 3 ans et demi, les présidents américains et russes vont se rencontrer. Un message de la Russie suggérait que les États-Unis ont présenté ce qui peut être considéré comme une proposition acceptable. La rencontre entre Poutine et Trump est déjà prévue ce vendredi en Alaska. Je me demandais ce que vous en pensez. Eh bien, je suis content que vous soyez revenu à 2014, lorsque cette partie particulière du conflit a commencé, le renversement du gouvernement ukrainien par les États-Unis. Et si l'on remonte encore plus loin, jusqu'à la fin de la guerre froide, il y avait une politique américaine ouvertement déclarée visant à établir la primauté sur le globe, à s'assurer qu'aucun rival, qu'il soit allié ou adversaire, n'émerge. C'est la politique étrangère des États-Unis. Elle l'est depuis la fin de la guerre froide. Elle l'est encore aujourd'hui. Donc si rien n'a fondamentalement changé concernant cette politique étrangère ou les intérêts particuliers qui la motivent et en tirent profit, alors rien ne peut vraiment changer en ce qui concerne le conflit en cours en Ukraine. Et l'administration Trump elle-même a été très claire sur l'objectif réel de tout cela. Ils essaient de forcer, de contraindre, d'amener la Russie à accepter un cessez-le-feu afin que les États-Unis puissent faire venir des forces européennes. Et ils ont aussi parlé de forces non européennes, qui que ce soit, en Ukraine et geler le conflit. Ils n'ont absolument aucun intérêt à résoudre cela. Nous devons comprendre que le conflit lui-même est une guerre des États-Unis contre la Russie, simplement menée par l'intermédiaire de l'Ukraine. Ce sont des commandants américains qui se trouvent au sommet de la chaîne de commandement des forces armées ukrainiennes. C'est la CIA américaine qui supervise les agences de renseignement ukrainiennes, lesquelles tuent des journalistes, des généraux et d'autres personnes dans les rues de Moscou et qui coordonnent des attaques utilisant des missiles américains et européens pour frapper des cibles partout en Russie. Donc ce n'est pas quelque chose qui va soudainement changer. Il s'agit simplement d'une autre manœuvre des États-Unis pour attirer et surpasser, sur le plan géopolitique, un adversaire qu'ils considèrent toujours comme tel et qu'ils ne cesseront pas de vouloir encercler et contenir. Eh bien, je pense que cela reflète très bien la principale préoccupation de la Russie. Que toute initiative venant des États-Unis, y compris de la part de Trump, ne serait qu'un arrêt temporaire, tout simplement parce que, eh bien, les Russes sont en train de gagner. C'est pourquoi le changement de Trump en faveur d'un cessez-le-feu, je suppose, a ouvert les yeux de beaucoup à Moscou, que peut-être cette motivation de la Russie était en train de transformer les relations. Eh bien, ce n'était pas nécessairement le cas. Donc, encore une fois, ils considèrent tous les efforts des États-Unis pour arrêter temporairement les combats, permettre à l'OTAN de se regrouper, de réorganiser les Ukrainiens, puis de reprendre les combats à un moment donné dans le futur. Mais je suppose que si les Russes devaient accepter cet accord, il faudrait que cela inclue l'absence totale de l'OTAN, pas de l'OTAN de facto. Autrement dit, pas d'instructeurs ni de système d'armes de l'OTAN en Ukraine, et également aucun flux d'armes. Je suppose que cela devrait être la base de tout accord. Jusqu'à présent, d'après ce que nous avons entendu dans les médias américains, tout semble se concentrer sur la question territoriale. Je ne sais pas si c'est simplement une question de contrôle du récit, ou s'ils ne sont tout simplement pas conscients de ce qu'ils recherchent réellement. Mais pensez-vous,
que les Russes accepteraient de se contenter d'une simple question territoriale, de geler le conflit sans réellement s'attaquer à la source de la guerre, à savoir l'utilisation de l'Ukraine comme proxy. Il est difficile de savoir à quoi les Russes vont consentir ou quelle est leur façon de penser. Nous ne pouvons nous fier qu'à ce qui est présenté publiquement. Mais l'administration Trump elle-même, en mettant de côté l'histoire récente des États-Unis, même uniquement en ce qui concerne la Russie, a tenté de réinitialiser les relations tout en se préparant à trahir complètement toute forme de confiance que la Russie pourrait placer dans les États-Unis. L'administration Trump a déjà utilisé les négociations, plus tôt cette année par exemple, pour attirer l'Iran dans une frappe de décapitation. Les États-Unis ont passé des mois à préparer Israël à mener cette attaque et ont utilisé les négociations comme moyen d'abaisser la garde de l'Iran, de les attirer, puis de laisser Israël mener une attaque qui est essentiellement une attaque américaine exécutée par l'intermédiaire d'Israël, afin que les États-Unis puissent s'absoudre à la fois de la responsabilité et des représailles une fois le conflit engagé. Et puis, les États-Unis eux-mêmes sont intervenus dans le conflit presque immédiatement. Et maintenant, ils font exactement la même chose avec la Russie. Ils demandent à la Russie « Venez négocier avec nous ». Et toute cette rencontre entre le président Poutine et le président Trump aux États-Unis devrait inquiéter tout le monde. Les États-Unis ont une histoire d'assassinat de dirigeants nationaux. Comme je viens de le mentionner, ils ont tenté de décapiter la direction militaire et civile iranienne. Ils ont également tué des scientifiques civils. L'année dernière, les États-Unis ont aidé Israël à décapiter la direction du Hezbollah. Et le président Trump lui-même, plus tôt cette semaine, se vantait d'avoir attiré le général iranien Qassem Soleimani en Irak et de l'avoir tué lors d'une frappe de drone américaine qu'il dit avoir autorisée en 2020. Pourquoi quelqu'un envisagerait-il de rencontrer les États-Unis alors que tel est leur bilan? Cela me dépasse. J'espère simplement que la Russie comprend tout cela, qu'elle n'est pas aveuglée par la perception d'un succès sur le champ de bataille et par un certain levier qu'elle pense avoir sur les États-Unis. Les États-Unis ne voient pas les choses de cette manière. Ils ont une vision à sens unique. Ils poursuivent cet objectif depuis la fin de la guerre froide jusqu'à aujourd'hui, sans déviation, sans interruption, et ils continueront à le poursuivre. Et les choses qu'ils sont prêts à faire face à des revers croissants les poussent à une désespérance et donc à un danger accru. Alors, ceux qui disent qu'ils ne feraient jamais rien contre le président Poutine, peut-être pas, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plus probable que jamais. Oui, eh bien, il y a, je suppose, un historique. De plus, si l'on regarde ce cas isolé de l'Ukraine, je veux dire tous les accords qui ont été conclus, je souligne toujours que, vous savez, vous avez mentionné l'architecture de sécurité européenne, ou que, depuis les années 90, nous avions en fait des accords avec les Russes pour une architecture de sécurité européenne commune, fondée sur la sécurité indivisible et non sur des lignes de division. Mais ils sont revenus sur ces accords en 2014. Il est important de noter que lorsque le gouvernement de Yanukovych a été déstabilisé, les Européens ont signé cet accord pour un gouvernement d'unité qu'ils ont ensuite rompu dans les 24 heures suivantes. Donc ils ont rompu cet accord. Minsk 1, Minsk 2, Istanbul. Donc j'ai du mal à croire qu'ils soient prêts à abandonner l'Ukraine, qui reste un atout très puissant contre la Russie. En effet, nous avons vu ce qui s'est passé lors de la guerre en Ukraine. La tentative d'activer la Géorgie comme un autre front contre la Russie. Je suppose que c'est là le but idéal de l'Ukraine à l'avenir, avoir une menace suspendue au-dessus de la Russie, qu'ils pourront utiliser contre les Russes la prochaine fois que les tensions augmenteront.
Donc, je ne dis pas que les Américains sont soudainement animés de bonnes intentions. Vous savez, Trump veut renoncer à l'Empire. Et en effet, le fait qu'il soit passé à l'exigence d'un cessez-le-feu inconditionnel est, à mon avis, une bonne indication qu'il voulait faire exactement la même chose. Geler la situation et garder ce proxy ukrainien que l'on pourra utiliser contre la Russie à l'avenir. Cela étant dit, les Russes ont ignoré l'Amérique, ou l'ultimatum de Trump de 50 jours puis de 10 jours. Poutine n'y a même pas répondu. Et lorsque Trump a commencé avec son bluff nucléaire, ou, vous savez, en envoyant ses sous-marins nucléaires, nous avons vu que les Russes, alors, eh bien, pour de nombreuses raisons, ont décidé de s'éloigner de toute contrainte sur les missiles intermédiaires. Ils ont donc en quelque sorte montré qu'ils ne céderaient pas à la pression, qu'il s'agisse de sanctions ou de l'envoi de plus d'armes à l'Ukraine. J'imagine donc que Trump ne s'éloignerait pas du cessez-le-feu inconditionnel par pure bonté d'âme, mais il doit tout de même y avoir un sentiment de panique, car quelle est l'alternative à accepter un accord très défavorable? Je veux dire, tous les centres logistiques importants sont désormais encerclés. On voit l'effondrement s'intensifier. Essentiellement, tout mauvais accord aujourd'hui sera pire demain. Je me demande simplement quel pourrait être l'état d'esprit à Washington. Car il ne s'agit pas forcément de bonnes intentions. Ils peuvent toujours vouloir continuer à combattre la Russie. Mais cela ne serait-il pas la meilleure option pour Washington maintenant? Mettre simplement fin à tout cela là où on en est. Non, parce que leur objectif géopolitique global est de contenir la Russie et la Chine, ainsi que tous ceux qui se trouvent entre les deux. Et même maintenant, alors que le président Trump invite le président Poutine à le rencontrer en Alaska, les États-Unis continuent de consolider leur contrôle sur l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Nous venons de voir dans les actualités que le corridor serait soi-disant loué aux États-Unis parmi tous les pays pour 89 ans. Cela figure littéralement dans le rapport de la Rand Corporation intitulé Extending Russia de 2019, qui énumère toutes ces options pour encercler, contenir et finalement faire s'effondrer la Fédération de Russie. Ainsi, même lorsque la paix est proposée, il continue de suivre la liste, en cochant toutes ces options. Il continue d'utiliser ces options pour exercer une pression sur la Russie et l'encercler. Les gens doivent comprendre qu'il ne s'agit pas d'un malentendu. Ce n'est pas la guerre de Biden, comme le président Trump le répète sans cesse. Il s'agit d'une continuité de l'agenda. L'administration Trump a repris exactement là où l'administration Biden s'était arrêtée. Et cela ne pourra que se terminer par une trahison et une tragédie pour la Russie si elle se laisse prendre à tout cela. Maintenant, souvenons-nous qu'il y a environ 4 mois, je me souviens avoir fait une vidéo presque identique à celle-ci. Il y avait une proposition de cessez-le-feu. Je crois qu'elle concernait les infrastructures énergétiques. La Russie y a consenti, mais seulement après avoir mené une frappe sans précédent sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Ils ont dit « nous nous en tiendrons uniquement à cela ». Mais en un mois, toutes les cibles avaient déjà été détruites. Ils ont accepté. Cela leur a permis de gagner du temps. Et j'espère que c'est ce que fait la Russie en ce moment, qu'elle gagne du temps, qu'elle fait traîner les choses. Vous dites que pour les États-Unis, il n'y aura jamais de meilleur moment qu'aujourd'hui pour conclure un accord. Mais au final, ils ne veulent pas d'accord. Ils veulent l'emporter sur la Russie et sur la Chine. Tout ce qu'ils veulent, c'est mettre la situation en pause pour la relancer plus tard. Cela ne convient pas du tout à la Russie, donc elle n'a aucune raison d'accepter cela. Comme vous le dites, ce serait un coup de poignard dans le flanc de la Russie, quel que soit le statut du conflit. Qu'il soit gelé ou qu'il se poursuive, cela reste une menace qui plane sur la Russie. Cela exige toujours des ressources investies en Ukraine, dans la direction de l'Ukraine.
Et cela empêche la Russie d'aider ses autres alliés, l'Iran, la Syrie, qui s'est d'ailleurs maintenant effondrée, et la Chine, que les États-Unis continuent clairement de cibler. Les États-Unis, à l'heure où nous parlons, prennent des mesures pour intensifier le conflit avec ces deux nations. Les États-Unis viennent d'exiger que le Liban désarme le Hezbollah, un allié clé de l'Iran dans la région. Ils éliminent les alliés de l'Iran, isolent l'Iran. Ils veulent éliminer l'Iran. Et comme je le répète souvent, il s'agit d'une division du travail. Les États-Unis veulent se retirer du conflit en Ukraine. Ils veulent que cela se poursuive à travers l'Europe. Et donc ma crainte est que l'administration Trump fasse semblant de vouloir la paix avec la Russie. Ils iront même jusqu'à déclarer la paix et à se retirer, mais ensuite ils laisseront leurs mandataires européens prendre le relais. Et ils le feront de manière à donner l'impression que les Européens ont agi unilatéralement contre la volonté des États-Unis. Il existe cette division entre les États-Unis et l'Europe, et ils s'en serviront comme moyen de prolonger le conflit. Et encore une fois, vous avez mentionné Minsk I et Minsk II. Ils admettent maintenant, avec le recul, que tout cela n'a été fait que pour gagner du temps, pour réorganiser l'Ukraine, pour prolonger le conflit. C'est exactement ce qu'ils font. Et il reviendra à la Russie de naviguer habilement à travers ce champ de mines. C'est une perspective intéressante. Je me souviens qu'en 2015-2016, après la Crimée, de nombreux think tanks américains et différents journaux écrivaient sur la possibilité de s'engager avec la Russie en Asie, tout en la contenant en Europe. Donc, nous ne voulons pas nous opposer frontalement à la Russie en Asie, car nous avons besoin des Russes là-bas pour diversifier, éviter qu'ils ne deviennent trop dépendants de la Chine, et idéalement aussi, aider à contenir la Chine dans une certaine mesure. Mais cette nouvelle, cette possible amitié avec les Russes, reconnaître que le monde est multipolaire, comme une réalité, et non comme un désir ou une politique, a été une chose très difficile à concilier. Mais cela pourrait être une façon de procéder, je suppose, si vous continuez à contenir ou à affronter la Russie en Europe, mais en le faisant par l'intermédiaire d'un proxy européen. Donc, vous vendez des armes aux Européens, et ce sont les Européens qui agissent contre la Russie. Les États-Unis n'ont rien à voir avec cela, même si en réalité, ils ne se contenteront probablement pas de fournir les armes. Ils continueront d'aider à la logistique, de fournir le renseignement, les données de frappe, et bien sûr d'avoir leur planificateur militaire sur le terrain. Et oui, il est intéressant que cet accord ou cette rencontre ait lieu à peine une semaine après ce qui se passe en Azerbaïdjan, la location de ce corridor de Zangezur pour 99 ans. Voilà, la seule chose que je me demande, avec qui cela va-t-il déclencher un conflit en premier? Je suppose en fait que ce seront les Iraniens qui, comme vous le savez, ont plus ou moins déclaré que peu importe ce que fait la Russie, cela ne sera pas acceptable pour eux. Donc oui, c'est encore un autre conflit qui est présenté comme un accord de paix. Mais voilà. Mais si c'est bien l'objectif des Américains, alors évitez un conflit direct avec les Russes en Europe, mais essayez de collaborer avec eux dans d'autres domaines. À quel point pensez-vous que les efforts pour établir ou améliorer les relations bilatérales sont sérieux? En février, le secrétaire à la Défense des États-Unis, Lloyd Austin, c'est une déclaration que je répète très souvent, a donné une directive aux alliés européens de l'Amérique dans la région. Il a dit « Nous devons nous tourner vers la Chine. Vous devez prendre le relais et faire davantage en Europe. » En réalité, quand on examine les détails de ce qui se passerait, comme vous l'avez mentionné, ce serait toujours des généraux américains à la tête de la chaîne de commandement des forces armées ukrainiennes. Ce serait toujours la CIA opérant à travers les services de renseignement ukrainiens.
ce serait toujours des armes américaines transitant par les Européens. Tout cela n'est qu'une question d'apparence. Ce serait toujours une guerre par procuration menée par les États-Unis. Mais ils veulent que l'Europe détourne davantage de ressources des véritables intérêts de ses citoyens vers cette guerre par procuration, au lieu que ce soit les États-Unis eux-mêmes qui en assument le coût. Encore une fois, c'est la division du travail. C'est un terme que le secrétaire Austin a littéralement utilisé dans cette directive en février, et son objectif est de réorienter l'Europe. Cela fait partie de la séquence stratégique. Se tourner vers la Chine, gérer la Chine, puis revenir vers la Russie. Il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas d'avenir entre les intérêts actuels qui dirigent l'Occident collectif et la Russie. Ils veulent que la Russie soit démantelée et absorbée par l'Occident collectif. Dans l'esprit des intérêts qui dirigent actuellement l'Occident collectif, il n'y a pas d'avenir pour une Russie souveraine. Et il n'y en aura pas tant que ces intérêts ne seront pas écartés et remplacés par un nouvel ensemble d'intérêts, ce que je ne prévois pas de voir arriver dans un avenir proche, intermédiaire ou même lointain. Ainsi, cela ne changera pas l'objectif des États-Unis. Cela ne modifiera pas la relation entre les États-Unis et la Russie. Et si la Russie tombait dans ce piège et collaborait avec les États-Unis contre la Chine, par exemple, tout ce qu'elle ferait serait de préparer le terrain pour sa trahison ultime à l'avenir. Elle gagnerait peut-être un peu de temps, mais sans l'aide de la Chine à l'avenir. Si cela était retiré de l'équation, pour reprendre cette analogie, elle serait complètement dépassée lorsque les États-Unis reviendraient finalement vers elle, ce qu'ils ont d'ailleurs déclaré ouvertement comme étant leur objectif. Alors, vous savez, voilà le problème. Je ne comprends pas pourquoi les dirigeants mondiaux semblent tomber sans cesse dans ce piège. On dirait qu'ils veulent tellement revenir au statu quo qu'ils sont prêts à croire à peu près n'importe quoi. Et je me souviens m'être demandé avec beaucoup de perplexité pourquoi l'Iran négociait avec les États-Unis. Ce ne sont pas eux les arbitres des programmes nucléaires mondiaux. C'est leur plan. Ils l'ont écrit sur un bout de papier il y a 16 ans et ils le mettent en œuvre étape par étape depuis lors. Pourquoi font-ils cela? Et se rendent-ils compte que c'est ce qui va arriver? Et sont-ils prêts à y faire face? Et puis, lorsque les États-Unis ont mené leur frappe de décapitation via Israël, en utilisant des armes américaines, en utilisant des renseignements américains, ils tuaient des dirigeants militaires et scientifiques iraniens chez eux, dans des immeubles résidentiels civils. Ces personnes, à ce moment-là, pendant les négociations, auraient dû anticiper l'attaque. Pour une raison quelconque, elles ne l'ont pas fait. Et toutes ces personnes ont été tuées dans leur lit avec leur famille. C'est donc cela qui m'inquiète concernant les négociations entre la Russie et les États-Unis. Le fait que nous devions nous arrêter et réfléchir. Est-ce que la Russie va vraiment tomber dans le piège ou non? Le fait qu'ils ne soient pas certains qu'ils ne vont pas le faire, c'est cela qui me dérange. Oui, eh bien, je suppose que c'est un bon point de départ. Quels sont les objectifs des États-Unis? S'il s'agit de détruire la Russie, de vaincre l'Iran, alors évidemment, tous ces efforts diplomatiques, qui semblent viser à créer un consensus autour d'un nouveau statu quo, ne vont pas. Eh bien, soit c'est purement trompeur, soit c'est simplement temporaire, afin de se regrouper. Je suppose qu'il y a un certain scepticisme du côté russe, surtout en regardant ce qui s'est passé en Iran. Mais si l'on regarde l'accord réel qui se profile, il n'y a pas grand-chose. Enfin, ce que les Américains ont proposé, il n'y a pas beaucoup d'informations disponibles. Et nous avons également vu beaucoup d'informations erronées. Je n'irai pas jusqu'à parler de désinformation, mais au moins il s'agit d'informations incorrectes, relayées par les médias. Mais si je pars du principe que la question de l'absence de l'OTAN et des limites sur les armes envoyées en Ukraine,
La question territoriale, c'est là-dessus que l'Occident se concentre principalement. The territorial issue, that's the main focus in the West. I would say even out of Je dirais que cela échappe même au contrôle du récit, parce qu'on ne veut pas parler de l'OTAN, car cela remettrait en cause l'argument de l'invasion non provoquée. Donc, vous savez, on préfère présenter cela comme une guerre de territoire. Et pour cette raison, les médias se sont beaucoup concentrés là-dessus. Ainsi, l'argument, ou ce qui semble être suggéré, c'est qu'il y aurait un échange de territoire. Je veux dire, ce sont les mots de Trump. Quel territoire serait réellement échangé ici? Je suppose que la Russie veut tout le Donetsk, puis elle aurait le Donbass, et elle ne va pas abandonner Zaporizhia ou Kherson. Mais est-il concevable que les Russes soient prêts à renoncer à leurs revendications sur les territoires qu'ils ne contrôlent pas à Zaporizhia et Kherson, et qu'ils acceptent de se retirer des territoires qu'ils occupent à Kharkiv et Soumy? Qu'est-ce qui pourrait motiver ces discussions territoriales qu'ils ont? What could be behind these territorial discussions they're having? Eh bien, toute concession de la part de la Russie à ce sujet serait une catastrophe totale pour la Russie. Car comme la Russie l'a elle-même constamment répété, il ne s'agit pas seulement de territoire. Il s'agit de la cause profonde du conflit. Et même s'ils ne le précisent pas à chaque fois qu'ils le disent, ils parlent des États-Unis menant une guerre par procuration contre la Russie via l'Ukraine. C'est le cœur du problème. Et malheureusement, il n'y a aucune promesse que les États-Unis puissent faire à la Russie concernant l'expansion de l'OTAN. L'OTAN, l'utilisation de différentes armes ou les traités de contrôle des armements, car ce sont toutes des choses que les États-Unis ont systématiquement, constamment et à plusieurs reprises violées. Le président Trump, lors de son premier mandat, s'est retiré du traité INF. Bush Jr. s'est retiré d'un traité de contrôle des armements. Les présidents suivants, des démocrates censés être les opposés idéologiques de ces deux présidents, ont alors profité de l'absence de ces traités pour commencer à déployer en Europe, le long de la frontière russe, des armes auparavant interdites. Ainsi, rien de ce que disent les États-Unis ne peut être digne de confiance. Il n'y a aucune promesse que les États-Unis puissent faire qui soit digne de confiance pour la Russie. Et si la Russie devait accorder sa confiance aux États-Unis, cela finirait en catastrophe. Cela se terminerait exactement comme Minsk I et Minsk II. Et la seule chose que l'on peut peut-être dire à propos de la Russie acceptant quoi que ce soit, c'est que peut-être, tout comme avec Minsk, ils devaient savoir que cela allait être trahi. S'ils ne le savaient pas, alors la situation est encore plus désespérée que ce que toi ou moi pouvons imaginer. Ils pensaient pouvoir mieux utiliser ce temps pour se préparer au conflit qui allait inévitablement arriver. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mieux utilisé ce temps que les États-Unis et l'OTAN. Et ils étaient mieux préparés lorsque le conflit a commencé en 2022. Pensent-ils de la même manière aujourd'hui? Il y aura un gel, il sera évidemment trahi, mais nous pouvons mieux utiliser ce temps. Nous pourrions profiter de cette pause. Ils essaieront de profiter de la pause, mais nous sommes mieux placés. Peut-être que c'est leur façon de penser. Peut-être que cela pourrait être un facteur qui les pousse à accepter un quelconque accord. Mais encore une fois, ils doivent conclure cet accord en sachant parfaitement qu'il sera trahi par les États-Unis. Et ils doivent comprendre que les États-Unis eux-mêmes ne seront pas nécessairement ceux qui le trahiront. Ils utiliseront leurs intermédiaires. Ils créeront l'illusion d'une prise de distance, tout comme les États-Unis ont pris leur distance avec les Israéliens avant que ces derniers ne mènent ce qui était essentiellement une frappe de décapitation américaine contre l'Iran. Ils feront exactement la même chose en utilisant l'Europe, l'Ukraine ou tout autre nombre de mandataires et d'États clients que les États-Unis entretiennent dans la région autour de la périphérie de la Russie. So, what is the
Alors, quels sont les intérêts russes ici? Ou bien, quelle serait l'alternative russe? Parce que s'ils ne trouvent pas un accord qui cherche à instaurer un nouveau statu quo, la guerre va simplement continuer à s'éterniser. Et j'imagine qu'ils ne peuvent pas non plus aller dans les parties occidentales de l'Ukraine. Donc à un moment donné, ils devront traiter avec les Américains pour trouver un accord, car sinon, les États-Unis pourraient simplement s'impliquer davantage et utiliser les Ukrainiens pour une guerre de guérilla, ou comme proxy affaibli pendant des années. Ils peuvent mener des attaques à l'intérieur de la Russie. Ils peuvent maintenir la situation dans une sorte de, oui, une phase douce d'une guerre mineure pendant une décennie ou plus. Alors, quelle serait l'alternative? Parce qu'en ce moment, il ne s'agit pas seulement de beaucoup de morts, mais aussi d'emprunter un chemin qui pourrait mener à une guerre nucléaire. Les Européens deviennent de plus en plus téméraires dans leur langage et leurs actions. Donc, oui, à un moment donné, il faudra bien que cela se termine d'une manière ou d'une autre. Donc j'imagine que si vous conseillez le Kremlin, que recommanderiez-vous? Eh bien, je ne me permettrai jamais de donner des conseils au Kremlin. Cependant, je poserai simplement la question, pourquoi initier l'opération militaire spéciale si c'est pour s'arrêter à la ligne de contact actuelle? Qu'est-ce que cela a vraiment accompli sur le plan stratégique, géopolitique, en ce qui concerne la configuration militaire de l'Europe et la frontière entre l'Europe occidentale et la Russie? Qu'est-ce que cela a réellement permis d'atteindre? Maintenant, si la Russie atteignait le fleuve Dniepr, il s'agirait d'une barrière naturelle significative. Tout ce qui resterait à l'ouest du Dniepr, est-ce que cela représenterait une menace pour la Russie comparable à celle que l'Ukraine représentait avant 2022? Et je dirais que non, ce n'est pas le cas. Et je pense que la Russie pourrait accepter tout ce qui se trouve à l'ouest du Dniepr. Il pourrait simplement le considérer comme une extension, disons, de la Pologne, qui fait déjà partie de l'OTAN. Il pourrait même voir cette partie restante de l'Ukraine intégrée à l'OTAN, ce qui ramènerait simplement la situation au statu quo par défaut avant le début de ce conflit. Mais désormais, il n'y a plus de proxy ukrainien non membre de l'OTAN que les États-Unis peuvent utiliser contre la Russie, comme ils l'ont fait toutes ces années. Donc je pense que cela fait peut-être partie de leur raisonnement. Mais vous savez, idéalement, la Russie prenant le contrôle de toute l'Ukraine, ce serait l'issue idéale. Est-ce possible? Je ne sais pas. Je ne suis pas au courant de toutes les informations dont dispose le Kremlin, et je ne sais pas s'ils estiment pouvoir le faire ou non. Je pense que pour ce qui est de poursuivre le conflit ou de permettre aux États-Unis de se rétablir, ils doivent examiner leurs propres chiffres en matière de production militaro-industrielle et se demander si nous faisons une pause et laissons les États-Unis et l'Europe continuer à augmenter leur production militaro-industrielle, serons-nous capables de conserver l'avantage que nous avons actuellement? Ou bien, lorsque cela reprendra, serons-nous dans une position nettement désavantageuse? C'est une question qu'ils ont dû se poser avant les accords de Minsk 1 et 2. À cette époque, l'armée ukrainienne était en piteux état. Après des années de formation et d'armement par l'OTAN, ils étaient devenus une armée complètement différente lorsque la Russie a décidé de lancer l'opération militaire spéciale. Certaines personnes suggèrent qu'il a été une erreur d'attendre tout ce temps, qu'il aurait fallu agir plus tôt. Je crois même que le président Poutine a dit qu'il aurait fallu le faire plus tôt. Donc, tous ces facteurs dépendent d'informations auxquelles je n'ai pas nécessairement accès. Mais ce sont, selon moi, les éléments que le Kremlin prend en compte lorsqu'il s'agit de décider à quoi cela devrait idéalement et réalistement ressembler pour résoudre la situation. J'ai oublié son nom, mais je crois que c'était un général américain ou un haut responsable militaire
ou quelqu'un des services de renseignement qui a fait le même commentaire, que la pire erreur des Russes a été de donner aux États-Unis 8 ans pour renforcer l'armée ukrainienne. Et bien sûr, la situation en 2014 aurait été très différente. Mais je pense que vous avez raison sur le lien entre la question de la neutralité et celle du territoire. Car, comme les Russes l'ont dit depuis 2014, et aussi à Istanbul, s'il doit y avoir une Ukraine neutre, alors c'est l'objectif ultime. Cependant, s'ils ne croient pas qu'il soit possible d'avoir une Ukraine neutre, alors la solution consiste à s'assurer que l'Ukraine ne puisse pas être utilisée comme une véritable menace, ce qui signifie lui retirer ses territoires stratégiques et dévaster le reste, ce qui, encore une fois, serait un sort horrible pour les Ukrainiens. Mais je suppose qu'en Alaska, ils devront aborder la question de la neutralité. S'il y a un engagement du côté américain, et que l'OTAN donne cette garantie absolue qu'il n'y aura aucune expansion de l'OTAN, cela ne permettrait-il pas d'atteindre les objectifs des Russes? Mais quelle garantie les États-Unis pourraient-ils donner? Je parlais d'une garantie en béton, pas d'une poigne de fer. Oui, je veux dire. Oui, mais de toute façon, ça n'a pas d'importance, car les États-Unis sont incapables de respecter un accord. Je crois même que le président Poutine a qualifié les États-Unis ainsi. Et cela, quel que soit le président et quel que soit le parti qui contrôle le Congrès. Parce que, encore une fois, il s'agit de la continuité de l'agenda. C'est une politique qui a été définie comme politique étrangère américaine depuis la fin de la guerre froide et qui a perduré jusqu'à aujourd'hui. Et ils ne vont pas changer là-dessus. Les États-Unis sont obsédés par la primauté mondiale. Cela imprègne tous les aspects de l'élaboration de la politique étrangère et tout ce que font les États-Unis au-delà de leurs frontières. Et vous savez, il serait formidable d'imaginer une Ukraine véritablement neutre. Mais les États-Unis, et je mets constamment en garde à ce sujet, les États-Unis disposent d'une super arme, à savoir leur capacité à s'immiscer dans un pays, à interférer politiquement, à le contraindre et à le capturer d'une manière contre laquelle le reste du monde a beaucoup de mal à se défendre. La National Endowment for Democracy est toujours très active et opérationnelle et continue d'être financée malgré les rumeurs contraires. Cela s'étend à ces pays, et quel que soit l'arrangement politique mis en place, ils peuvent le renverser. Et ils peuvent le faire d'une manière qui semble démocratique, par le biais d'élections. Les États-Unis parviennent de façon fiable et répétée à arranger les choses pour obtenir un résultat qui leur est favorable. Et ce n'est pas en truquant le processus électoral lui-même. C'est cette capacité à s'immiscer dans un pays, à contrôler l'espace informationnel, à endoctriner la population et à la convaincre que servir les intérêts américains est d'une certaine manière dans leur propre intérêt, même lorsque ce n'est manifestement pas le cas. Et en prenant du recul par rapport au conflit en Ukraine, la Russie, la Chine, le reste des BRICS, le monde multipolaire, ils doivent comprendre que les États-Unis sont manifestement impossibles à raisonner. Il est impossible de négocier avec eux. Le monde multipolaire doit créer un ordre international dans lequel les États-Unis sont tout simplement incapables d'exercer ce contrôle politique et cette puissance militaire. Ils doivent établir des lignes claires qui ne peuvent pas être franchies. Ils doivent créer une réalité qui oblige les États-Unis soit à s'isoler, soit à coopérer de manière constructive avec le reste du monde. Tout ce qui ne va pas dans ce sens se soldera par un échec. Car encore une fois, les personnes qui dirigent actuellement la politique étrangère américaine sont des géants inébranlables. Ils ont une mentalité suprémaciste. Encore une fois, cela se retrouve dans leurs documents stratégiques depuis des années. C'est dans tous les documents de politique rédigés bien avant même l'élection de 2024, comme le Project 2025,
de la Heritage Foundation. Toutes ces personnes font aujourd'hui partie du cabinet actuel de Trump, et elles ont toutes rédigé cela comme leur politique. Ils vont élargir l'OTAN. Ils vont faire en sorte que l'Europe ne mette pas fin à la guerre en Ukraine, mais qu'elle prenne le relais afin qu'ils puissent se tourner vers la Chine. Et ce sont toutes des choses que les États-Unis font actuellement. Donc, si ce calcul ne change pas, rien d'autre ne peut changer, ce qui nous ramène au point de départ. L'objectif de la politique étrangère des États-Unis est d'éliminer tous les rivaux, pairs, quasi-pairs et non-pairs, de les éliminer. C'est leur politique, et il n'y en a pas d'autre. Donc, s'ils prétendent négocier avec vous sur autre chose que cela, l'élimination de la Russie en tant que concurrent pair ou quasi-pair, alors ce n'est qu'une manœuvre à court terme pour gagner du temps afin d'atteindre leur objectif ultime, qui est d'éliminer la Russie en tant que concurrent pair ou quasi-pair. Et il en va de même pour la Chine, l'Iran et tous les autres. Je pense que c'est l'une des choses qui m'a fait perdre espoir dans l'objectif de Trump de réellement mettre fin à la guerre en Ukraine. Au début de sa présidence, ou du moins pendant la campagne électorale, il parlait beaucoup du fait que, à au moins 2 reprises, la guerre avait commencé à cause de l'expansion de l'OTAN. Il a essayé d'en faire porter la responsabilité à l'Ukraine et au président Biden, affirmant que cela avait été une énorme erreur. Et comme l'a dit Hegseth, il n'y aura pas d'OTAN, il faudra une neutralité. Mais ensuite, il a soudainement opéré un changement intéressant. Tout à coup, il n'arrête pas de parler d'être un médiateur pour une guerre Ukraine-Russie. Mais ce n'est pas seulement une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Une fois que vous commencez à conceptualiser cela comme une guerre entre l'Ukraine et la Russie, avec l'Amérique en tant que médiateur, comme vous le dites, vous retirez l'essentiel. Vous enlevez le cœur de ce qui doit être la solution, à savoir s'attaquer à l'architecture de sécurité européenne défaillante, où l'OTAN continue de s'étendre de plus en plus près des frontières russes. Ma dernière question portait sur l'emplacement de cela. Je savais que ce ne serait pas en Europe, car en Europe, nous n'avons plus de pays neutres. Il n'y a plus d'Helsinki, il n'y a plus de Genève, ils ont tous renoncé à leur statut de neutralité également. Nous n'avons pas non plus de diplomatie en Europe. Nous ne parlons même pas aux Russes. Donc, cela ne pouvait pas être l'Europe. C'était assez évident. De plus, étant donné qu'il s'agit fondamentalement d'une guerre entre l'OTAN et la Russie, je pense que cela aurait été étrange. J'ai pensé qu'Istanbul pouvait être une possibilité, même si, évidemment, la Turquie participe aussi à cette guerre en tant que membre de l'OTAN. Mais le plus probable, c'était les Émirats arabes unis, ou, oui, l'un des États du Golfe. Mais l'Alaska, qu'en penses-tu? C'est curieux. Je ne l'avais pas vu venir. J'ai trouvé ça très étrange, en effet, que Poutine se rende ensuite en Amérique, en plein milieu d'une guerre, par procuration entre les 2 pays. C'est vraiment, vraiment étrange. Je me demandais comment tu interprètes cela. C'est presque inconcevable. Je n'ai aucune idée de pourquoi la Russie accepterait cela, à moins qu'en fin de compte, elle n'ait aucune intention de participer à cette réunion. C'est un énorme risque pour la sécurité. Les gens disent qu'ils n'envisageraient jamais de faire quoi que ce soit au président Poutine, parce que la Russie possède des armes nucléaires et riposterait. Mais c'est ce que tout le monde disait à propos de l'utilisation de missiles de croisière lancés par voie aérienne américains et européens contre des cibles partout en Russie. Et pourtant, cela est désormais devenu bien moins impensable, presque routinier. Et encore une fois, comme vous l'avez dit, c'est essentiellement une guerre des États-Unis contre la Russie. Ce sont les États-Unis qui tuent des Russes en Ukraine. Ce sont les États-Unis qui tuent des à l'intérieur de la Russie. C'est les États-Unis qui ont organisé cette campagne pour envahir Belgorod,
de l'autre côté de la frontière, sur un territoire qui est incontestablement russe. Et maintenant, le président Poutine va rencontrer le président des États-Unis aux États-Unis. C'est inconcevable. Ça n'a absolument aucun sens. C'est un risque énorme. Encore une fois, les États-Unis n'ont absolument aucune intention de céder sur quoi que ce soit. Tout cela n'est que du théâtre. Et prendre un risque aussi énorme, simplement pour participer à cette mise en scène, n'a aucun sens, à aucun niveau. Bien sûr, il est possible qu'il ne se passe rien du tout, mais je pense que la probabilité qu'il se passe quelque chose, que la sécurité et la sûreté du président Poutine soient compromises, est très élevée. Et les États-Unis n'ont même pas besoin d'agir directement. Ils disposent d'une armée mondiale de groupes intermédiaires à qui ils peuvent confier ce genre de mission, tout en offrant aux États-Unis une dénégation plausible. Le président des États-Unis lui-même, alors qu'il était en campagne, n'était même pas à l'abri des coups de feu et d'autres actes de violence. Alors, comment peuvent-ils garantir la sécurité du président russe, même s'ils le voulaient? Ce dont je doute. Et encore une fois, tout ce qui pourrait arriver aurait très bien pu être co-organisé avec les États-Unis eux-mêmes. C'est essentiellement un piège. C'est le même piège qui a été tendu à l'Iran. Et alors même que le président Poutine est invité aux États-Unis, nous venons d'entendre l'administration Trump parler d'arrêter le président vénézuélien Nicolás Maduro, un allié de la Russie. Ils sont en train de démanteler le Hezbollah. Ils continuent de cibler l'Iran. Ils parlent toujours d'encercler et de contenir la Chine. Tous ces pays sont des alliés de la Russie, et nous avons mentionné l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc, ce processus d'encerclement et de containment du monde multipolaire, y compris la Russie, se poursuit sans relâche. Et maintenant, le président Poutine parle de se rendre lui-même aux États-Unis. Je ne comprends tout simplement pas. J'espère qu'il ne se passera rien. Mais à ce stade, compte tenu des mesures sans précédent prises récemment par les États-Unis, en particulier à l'égard de l'Iran, tout le monde devrait avoir des doutes à ce sujet. Honnêtement, c'est l'un de ces moments où j'espère et je prie pour me tromper. Il semble un peu fou que quelque chose puisse être fait au président russe pendant qu'il est là-bas. D'un autre côté, il y a quelques semaines, il y a eu une attaque contre la dissuasion nucléaire de la Russie. J'imagine qu'on ne peut pas écarter le fait que cela représenterait un risque de sécurité énorme. Mais même s'il va maintenant en Alaska, n'aurait-il pas besoin de plus que quelques jours pour organiser la sécurité du côté russe? Je veux dire, cela semble très étrange, mais je me demandais quelle était la symbolique de tout cela. Pensez-vous qu'il s'agisse encore une fois de la question bilatérale, que le but est d'améliorer les relations bilatérales? Donc vous savez, se rencontrer à la frontière entre les Russes et les Américains, comme une façon, je suppose, de transformer les relations. Même si les États-Unis veulent continuer cette guerre par procuration contre les Russes pendant des décennies, mais souhaitent le faire via les Européens. Comme je l'ai dit auparavant, l'objectif serait alors de pouvoir s'engager avec les Russes en Asie, tout en les affrontant par l'intermédiaire d'un proxy européen en Europe. Cela pourrait-il relever de la même catégorie que, vous savez, l'assouplissement des relations à l'Est, tout en travaillant davantage avec les Européens à l'Ouest? Mais au final, c'est toujours un piège visant à subordonner et dissoudre la Fédération de Russie. Alors pourquoi tomberait-il dans ce piège? C'est ce qui n'a aucun sens dans tout cela. Les États-Unis, rien dans leur politique étrangère n'a changé concernant leur objectif global, qui, encore une fois, est d'éliminer tous les concurrents de même niveau ou de niveau proche. Ils n'ont aucun intérêt à collaborer avec la Russie. Le seul intérêt qu'ils pourraient avoir serait de donner l'impression de vouloir coopérer avec la Russie afin de l'amener à baisser sa garde, pour ensuite lui porter le coup fatal
comme ils l'ont fait tant de fois par le passé. En fait, l'histoire des relations américano-russes, surtout au XXIe siècle, consiste pour les États-Unis à attirer la Russie pour ensuite lui planter le poignard dans le dos, encore et encore. Cette fois-ci ne fera pas exception. La seule chose qui pourrait changer, c'est l'ampleur et la gravité du coup de poignard lorsqu'il sera porté. Car comme vous pouvez le constater, les États-Unis se rendent compte qu'il y a un basculement du pouvoir mondial et que leur temps est très limité. Cela les pousse à agir de manière beaucoup plus imprudente. Et encore une fois, l'Iran, plus tôt cette année, en est un exemple. Si les États-Unis avaient estimé qu'ils disposaient de plus de temps, ils en auraient accordé davantage. Ils auraient souhaité que les conditions soient plus idéales avant de lancer ce type d'opération militaire contre l'Iran. Idéalement, ils espéreraient pouvoir renverser l'Iran sans une telle opération militaire, mais ils n'ont plus de temps. Alors, comment ce sentiment de désespoir se traduit-il dans le cadre de cette réunion et de ces manœuvres des États-Unis, qui sont de mauvaise foi? Comment cela se traduit-il dans ce que font les États-Unis avec la Russie concernant cette prétendue réunion et tout ce qui s'ensuit? Voilà la question. Eh bien, je suppose que d'ici vendredi, nous saurons de quoi ils ont discuté. Évidemment, beaucoup de choses doivent se passer. D'habitude, ces discussions ont lieu à huis clos, mais je pense qu'aujourd'hui, à cause du climat, notamment au sein de l'Occident politique, mais aussi aux États-Unis, en effet, dialoguer avec les Russes est quelque chose d'énorme, de très controversé, surtout en Europe. L'idée de mettre fin à la guerre, à des conditions défavorables, sera combattue bec et ongle ici. Je comprends pourquoi il y a autant de secrets autour de cela, mais je suis très curieux de voir ce qu'ils vont réellement proposer, ou si Trump va ensuite changer les conditions. Quoi qu'il en soit, Ushakov, il a fait ce commentaire, Yuri Ushakov, a dit que la proposition avancée par les Américains semblait acceptable. Je n'exclurais pas la possibilité qu'il se présente en Alaska et qu'un accord différent y soit conclu. Mais, encore une fois, je suis devenu très cynique ces dernières années, surtout au cours des 3 dernières années et demie, quant à ce qui peut être accompli. Mais oui, j'espère que tu te trompes, vraiment. Mais je crains fort que tu aies raison. Donc oui, Brian Berletic, comme toujours, merci beaucoup d'avoir partagé tes analyses. Merci.